La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver ?» au lieu de se demander « Que puis-je faire ?» Denis de Rougemont. Denis de Rougemont, c'était une grande figure du personnalisme, un mouvement qu'il a incarné avec notamment Emmanuel Mounier. Denis de Rougemont, intellectuel, écrivain, penseur suisse de langue française. Et cette phrase, c'est une des dernières phrases de son dernier ouvrage, qui porte un titre qui rejoint le thème de la phrase « L'avenir est notre affaire ». En quelque sorte, si je vous ai bien compris, vous me direz, oui. Charles Rogeman, cette phrase pourrait être la devise de la thérapie sociale que vous avez initiée et que vous pratiquez depuis une vingtaine d'années. Oui, en quelque sorte, parce que, en fait, on parlait tout à l'heure de la violence, de la prévention de la violence, de la thérapie sociale comme d'une prévention de la violence. Mais en fait, je pense que très souvent, la violence est liée au sentiment d'impuissance. Ce qui caractérise beaucoup notre époque, chez beaucoup de gens, c'est justement ce sentiment d'impuissance. Beaucoup de gens ont l'impression de plus avoir de pouvoir sur leur vie. Et à ce moment-là, la seule chose qui reste, qui permet d'agir malgré tout, et en particulier d'agir sur les autres, c'est justement la violence. Donc pour moi, la violence est un peu la réponse à un grand sentiment d'impuissance. Alors d'où vient ce sentiment d'impuissance ? Il vient du fait qu'on a l'impression que ce qui nous arrive, en fait, est de la faute des autres. Alors des autres qui sont à côté de nous, bien sûr, comme dans une banlieue, parents, habitants, enseignants, policiers, ce sont les autres. Et puis les autres plus puissants, là-haut, tous ceux qui nous manipulent, tous ceux qui nous dirigent, ces super pouvoirs qui font notre malheur. Là, on rejoint le titre du livre que vous avez écrit il y a 2 ans avec votre fille, hein. Ce n'est pas moi, c'est lui, paru chez Jean-Claude Lattès, sous-titre « Ne plus être victime des autres ». Alors, quand vous descendez en banlieue, quelles sont les principales victimes? Vous rencontrez des policiers, des professeurs, des parents, des jeunes, des concierges? Tout le monde est victime. Tout le monde est victime et tout le monde accuse les autres. Et justement, c'est comme ça que commence d'ailleurs, dans mon travail, les groupes de thérapie sociale commencent toujours de la même façon, toujours par l'accusation des autres. Les autres, encore une fois, ce sont ceux qui sont à côté de moi, ce sont ceux qui sont en dessous de moi, quelquefois, et sont ceux qui sont au-dessus de moi. Comme à l'école, comme dans la cour de récré. Tout à fait. C'est pas moi, monsieur, c'est lui. Oui, bien sûr. Mais c'est très sérieux, c'est-à-dire que, en fait, c'est je dirais, une maladie collective profonde, cette victimisation. Et évidemment, la responsabilité, là, c'est quelque chose de très important. Comment on arrive à découvrir sa responsabilité? Parce que sa responsabilité, en fait, c'est la clé du pouvoir. C'est-à-dire que si j'attends que les autres changent, évidemment, je suis impuissant. Si par contre, moi, je regarde ce que je fais, ce que je ne fais pas, et je décide de changer, là, je peux avoir une action sur l'environnement, sur les autres, avec les autres. Alors évidemment, tout seul, c'est difficile, mais ce qu'on essaye de créer, ce sont des dispositifs qui permettent aux gens de se retrouver, de travailler ensemble, mais à partir de ce pouvoir qu'ils découvrent. Alors, cette responsabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on leur inculque, on ne leur demande pas de se sentir responsable. C'est quelque chose qu'ils découvrent eux-mêmes. Comment? En créant les conditions qui leur permettent de parler vraiment de leur souffrance et à travers leur souffrance, de ce qu'ils sont vraiment, avec leurs ombres et leurs lumières. Mais qu'est-ce qui distingue, que je vous interromps, qu'est-ce qui distingue la thérapie sociale d'autres formes de dynamique, comme par exemple la thérapie individuelle, la médiation, la thérapie de groupe? Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre méthode? Je dirais qu'on travaille sur tout ce qui empêche, dans notre vie personnelle, tout ce qui nous empêche de vivre avec les autres et de travailler avec les autres. Et ces obstacles peuvent être des obstacles personnels, comme en psychothérapie. Ça peut être lié à mon histoire personnelle, mais ça peut être aussi des obstacles politiques, des obstacles économiques, des obstacles sociaux. Et ce sont tous ces obstacles qu'on essaye de résoudre pour permettre à ces gens de travailler ensemble. Mais votre travail à vous, ce n'est pas nécessairement de soigner monsieur un tel ou madame une telle. Non, bien sûr. C'est de soigner ce qui les empêche, ce qui empêche monsieur un tel ou madame un tel, de vivre avec les autres et de construire avec les autres. Est-ce que c'est facile? Donc c'est un travail politique. Est-ce que c'est facile, justement, vous parlez de travail politique, de faire dialoguer un jeune délinquant et un militant du Front National?
Bien sûr, c'est pas très difficile. Simplement, avant de pouvoir les faire dialoguer, avant de les pouvoir faire entrer en conflit, parce qu'ils ont des conflits, ils ont des choses à se dire. C'est important qu'ils puissent se dire. Moi, mon travail, ça consiste pas à empêcher les gens d'avoir des conflits. Au contraire, c'est de leur permettre d'avoir des conflits. Donc il faut entendre les électeurs du Front National. Il faut que tout le monde puisse avoir la parole pour pouvoir d'abord être entendu, mais ensuite pouvoir parler de soi et donc parler de sa responsabilité dans ce qui se passe. De sa peur ? De sa peur, de ses peurs, de sa haine, de toutes ces émotions qui font partie du cœur de l'homme. Donc la violence c'est mal, le conflit c'est bien. Dans un certain sens, je ne dirais pas la violence c'est mal, je dirais la violence est là, elle répond à certains besoins, comme je le disais tout à l'heure, de l'être humain, mais le conflit, oui, le conflit c'est autre chose. Le conflit permet de créer cette intelligence collective dont je parle souvent. C'est quoi l'intelligence collective ? C'est l'information qu'on a de la part de tous qui permet réellement de comprendre les problèmes. Alors le but finalement, le but de la thérapie sociale, quel est-il exactement ? Est-ce que c'est de changer le monde ? Le but, c'est de nous permettre de ne plus être seuls, c'est de nous permettre de travailler avec les autres, justement, à changer le monde. C'est-à-dire, ce qui nous empêche de changer le monde, ce sont nos visions du monde qui sont souvent très manichéennes. C'est notre absence de sens de responsabilité. La responsabilité, elle existe à partir du moment où je vois mes ombres, mes limites, mes faiblesses, et je suis capable d'en parler. Et à ce moment-là, j'évite de projeter ces ombres et ces faiblesses sur les autres, et je peux travailler avec les autres. Charles Rogeman, quand j'étais jeune, il m'arrivait comme vous, d'être un peu trop rebelle aux yeux de mes parents. Oui. Vous savez ce qu'ils me disaient ? Ce qu'il te faudrait, c'est une bonne guerre. Qu'auriez-vous dit à mes parents, à ma place ? Je leur aurais demandé de parler de leur souffrance, d'avoir un fils comme vous. Ben oui, écoutez, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Et à ce moment-là, si ses parents avaient été un peu plus entendus, peut-être qu'ils auraient pu parler aussi de leurs responsabilités et de ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas avec ce fils-là. Et j'aurais fait la même chose avec vous, et peut-être à ce moment-là, il y aurait une possibilité de collaboration et d'entente, y compris conflictuelle, entre vous. Dans quelques semaines, on va célébrer le 40e anniversaire de 68. Hein. Je dirais qu'il y a eu une forme d'autorité avant 68, il y en a une autre depuis 68. Est-ce qu'il faut liquider, comme certains le préconisent, l'héritage de 68 et restaurer la bonne vieille autorité de papa ? Du flic, du gendarme, la peur du gendarme. Alors, cette nostalgie, on peut la comprendre. Évidemment, dans le désordre actuel, on sent bien que la peur conduit à vouloir retourner à des formes traditionnelles d'autorité. On le voit en France, en Belgique, mais on le voit aussi dans d'autres pays. Et elle peut prendre plusieurs formes, y compris les formes les plus totalitaires. Ce retour à l'autorité traditionnelle existe partout. Mais il existe parce que, je pense qu'on n'a pas su trouver une nouvelle forme d'exercice de l'autorité, plus adaptée à notre époque, plus adaptée à l'évolution contemporaine. C'est-à-dire que on voit bien que les formes d'autorité traditionnelles ne sont plus adaptées, mais comme on ne sait pas faire, comme on n'a pas su créer une nouvelle forme d'autorité ou une nouvelle relation à l'autorité, où l'autorité est capable de se remettre en question, l'autorité est faillible tout en restant l'autorité, eh bien forcément, on a des désordres, des violences qui créent de la peur, et cette peur crée un grand besoin de sécurité qui ne peut être que comblé, apparemment, que par un retour archaïque à la tradition. Donc à votre avis, l'autorité patriarcale, c'est fini, vive la concertation, la coopération ? Oui, dans le conflit, et avec une claire conscience de ce que les uns et les autres nous sommes, c'est-à-dire avec, comme je le répète toujours, avec nos ombres. Alors il s'agit d'agir, d'aider les personnes à agir sur les institutions, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire la banlieue, la cité. La politique. La politique, hein, il y a du travail. Oui, en France comme en Belgique, partout. Edgar Morin disait qu'il était difficile de s'y retrouver finalement, parce que comment faut-il faire ? Est-ce qu'il faut d'abord jouer sur les individus ou jouer sur les institutions, ou réciproquement, je dirais ? Les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser tomber l'un pour l'autre.
Je pense que ce sont des individus qui ne vont pas bien, qui ne fonctionnent pas bien, qui créent des institutions malades. Et ce sont des institutions malades qui créent des individus qui ne vont pas bien. Donc il faut faire les deux en même temps. C'est ce que j'essaye de faire à travers ce travail de thérapie sociale, où à partir d'individus qui soignent, si je puis dire, leurs difficultés à vivre ensemble, on crée des dispositifs ensemble qui veulent avoir une action, je dirais, sur le monde qui les entoure, et donc une action politique. Charles Rogeman, vous avez choisi comme symbole un objet relativement rétro. Je dirais pas insolite, mais un sablier, aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Pourquoi un sablier? Un sablier pour plusieurs raisons. La première, c'est que le sablier, c'est le temps, et je pense que le temps est compté. Alors il est compté dans notre vie individuelle, c'est la mort qui est toujours présente dans la vie, et qui est quand même pour moi quelque chose d'important à dire, c'est que nous cherchons souvent des systèmes pour oublier cette angoisse qui est le fait tout simplement que nous allons mourir un jour, et que nous essayons de l'oublier par différents subterfuges. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le temps nous est compté aussi, il est compté aussi au niveau de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une urgence aujourd'hui, il y a une urgence à changer, tout simplement. Mais quelle est la menace principale aujourd'hui? Vous parlez d'affrontement entre deux cultures dans notre société. Oui. Oui. Mais la menace, c'est vraiment la menace de la destruction de l'humanité par l'humanité elle-même. Freud l'avait dit, il l'avait juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il l'avait signalé en disant mais l'humanité risque de se détruire, et si elle le fait, si on n'arrive pas à trouver une nouvelle forme d'éducation, eh bien le grand Manitou qui dirige l'univers créera une autre forme d'humanité. Alors ça, c'est intéressant. Vous parlez de Freud, qu'on n'a pas encore évoqué dans cette émission. Aujourd'hui, il est de bon ton de contester Freud. Hein. La question n'est pas de savoir s'il faut réintégrer ou pas Freud, c'est pas le but de cette émission. Mais vous lui avez consacré un ouvrage. Vous pensez que la pensée de Freud est toujours non seulement actuelle, mais qu'elle peut nous aider à entrer dans le XXIe siècle. Vous parlez d'humanisme à venir. Oui, je pense que Freud a été, à la fin de sa vie, très préoccupé justement par la destructivité humaine. Et puis, il a proposé qu'on s'occupe résolument des pathologies collectives, et que c'était ces pathologies collectives qui menaçaient l'humanité, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui. Alors on va revenir à notre beau sablier, qui est beau, avoué, mais qui a les qualités de ses défauts. Il est surtout ultra rapide. Donc vous le constatez comme moi, c'est un sablier éclair. Alors on va lui rendre un peu vie pendant quelques secondes pour vous permettre peut-être de développer encore un autre aspect du sablier. Je vous écoute. Oui. L'autre aspect du sablier, c'est que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, toute cette fuite du temps et cette urgence que nous avons à changer, eh bien, il y a une participation de tous les grains de sable. Et je pense que nous sommes tous co-responsables de ce qui arrive aujourd'hui et de ce qui risque d'arriver si nous ne changeons pas. Et pour moi, c'est important. Dans le travail que je fais toujours en sorte de ne pas travailler uniquement avec des élites, de ne pas travailler avec des gens volontaires, des gens qui sont prêts à la coopération, des gens qui sont prêts à écouter les autres, mais avec tous. Parce que je pense que, comme le disait Erich Fromm, psychologue allemand, des petits pas partout valent mieux qu'un grand pas à un seul endroit de la société. Et ça, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à ce que les progrès dans l'ordre de la conscience, dans l'ordre de la responsabilité, se fassent partout, à tous les niveaux, même si